Investir dans l'immobilier n'est pas réservé aux riches ou aux experts. C'est un levier accessible, structuré, et souvent plus stable que d'autres placements financiers, à condition de bien comprendre les bases. Beaucoup de débutants pensent qu'il faut des centaines de milliers d'euros pour se lancer, mais ce n'est pas toujours vrai. Il existe des stratégies adaptées à chaque budget, chaque profil et chaque objectif personnel, que ce soit pour générer des revenus passifs, constituer un patrimoine ou se protéger contre l'inflation. La première chose à intégrer, c'est que l'immobilier n'est pas un jeu de hasard. C'est un investissement qui exige de la méthode, de la patience et une bonne compréhension du marché local. Vous ne pouvez pas vous contenter de suivre les tendances ou les conseils de votre entourage. Chaque ville, chaque quartier, chaque type de bien a ses propres dynamiques. Ce qui fonctionne à Lyon ne fonctionnera pas forcément à Marseille, et ce qui marche pour un studio ne sera pas pertinent pour un immeuble de rapport. Avant même de chercher un bien, vous devez définir clairement votre objectif. Cherchez-vous un revenu mensuel régulier? Une plus-value à long terme? Une protection fiscale? Ou simplement un patrimoine transmissible? Votre réponse déterminera le type de bien à cibler, la localisation, le mode de financement, et même la stratégie de gestion. Sans objectif clair, vous risquez de vous éparpiller, de faire des erreurs coûteuses, ou pire, de vous décourager avant même d'avoir commencé. Le financement est souvent le point le plus intimidant pour les débutants. Pourtant, la banque n'est pas votre ennemi, c'est votre partenaire stratégique. Les taux d'intérêt, même s'ils ont augmenté récemment, restent historiquement bas sur le long terme. Et contrairement à ce que beaucoup croient, il est possible d'obtenir un prêt immobilier sans apport, à condition d'avoir un bon dossier. Un CDI stable, un taux d'endettement raisonnable et un projet solide. L'apport personnel facilite les choses, mais il n'est pas une obligation absolue. Il faut aussi comprendre que l'immobilier ne se limite pas à l'achat d'un appartement pour le louer. Il existe des dizaines de stratégies, location meublée, colocation, investissement en loi Pinel, déficit foncier, SCPI, crowdfunding immobilier, achat-revente, etc. Chacune a ses avantages, ses risques, ses contraintes fiscales et ses publics cibles. Votre rôle en tant que débutant n'est pas de toutes les maîtriser, mais de choisir celle qui correspond le mieux à votre situation actuelle et de l'appliquer avec rigueur. La localisation reste le facteur numéro 1 de réussite. Un bon bien dans un mauvais quartier perdra de la valeur, tandis qu'un bien moyen dans un bon emplacement peut générer des rendements exceptionnels. Étudiez les dynamiques de population, les projets d'urbanisme, la qualité des transports, la présence d'écoles, d'hôpitaux, de commerces. Ces éléments ne sont pas décoratifs, ils déterminent la demande locative, la facilité de revente et la stabilité de vos revenus. N'oubliez jamais que l'immobilier est un investissement de long terme. Même si certaines stratégies permettent des gains rapides, comme le flipping, la vraie puissance de ce secteur réside dans la capitalisation, la valorisation naturelle des biens et l'effet de levier du crédit sur plusieurs décennies. Si vous cherchez un enrichissement immédiat, l'immobilier n'est probablement pas fait pour vous. Mais si vous êtes prêt à jouer sur la durée, les résultats peuvent être extraordinaires. Les erreurs les plus courantes des débutants? Acheter trop cher, sous-estimer les frais annexes, négliger l'état du bien, ignorer les charges de copropriété, ou mal évaluer le potentiel locatif. Ces erreurs peuvent transformer un investissement prometteur en gouffre financier. C'est pourquoi il est crucial de faire des simulations précises, de consulter des professionnels, notaires, agents, experts comptables, et de ne jamais se précipiter sous la pression du marché ou de la peur de manquer une opportunité. Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de particuliers investissent chaque année en France, souvent sans formation initiale. Ce qui les différencie des autres? Leur capacité à se former en continu, à poser les bonnes questions et à apprendre de leurs erreurs. L'immobilier n'est pas une science exacte, c'est un art qui se perfectionne avec l'expérience. Votre premier investissement ne sera probablement pas parfait. Et c'est normal. L'important, c'est de commencer intelligemment. Ce guide que vous tenez entre les mains, ou plutôt, que vous lisez à l'écran, a été conçu pour vous accompagner pas à pas, sans jargon inutile, sans promesses irréalistes et sans théorie creuse. Nous allons aborder chaque étape concrètement, de la définition de votre projet à la recherche du bien, du financement à la gestion locative, en passant par les aspects fiscaux et juridiques. Préparez-vous, la route est exigeante, mais les résultats valent largement l'effort.
Avant de chercher un bien, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Quel type d'investisseur êtes-vous? Préférez-vous un revenu immédiat ou une valorisation à long terme? Acceptez-vous de gérer vous-même les locataires, ou préférez-vous déléguer? Avez-vous du temps à consacrer à la gestion, ou cherchez-vous une solution clé en main? Ces questions ne sont pas accessoires, elles déterminent toute la structure de votre investissement. Si vous cherchez un revenu régulier et prévisible, la location nue classique, bail de 3 ans, dans une ville étudiante ou en tension locative peut être idéale. Le rendement brut peut varier entre 4% et 7% selon les villes, et la demande est constante. En revanche, les loyers sont encadrés, les charges locatives sont limitées, et les contraintes juridiques sont nombreuses. Ce n'est pas le plus rentable, mais c'est le plus sécurisant. Si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques pour un rendement plus élevé, la location meublée, LMNP ou LMP, est une excellente option. Elle permet de bénéficier d'un régime fiscal avantageux, d'un loyer plus élevé et d'une plus grande liberté contractuelle. Mais elle exige aussi plus de gestion, entretien du mobilier, rotation des locataires, respect des normes de confort. Ce n'est pas passif, c'est actif avec bénéfice. Le déficit foncier, quant à lui, s'adresse aux contribuables fortement imposés. En rénovant un bien ancien, vous pouvez déduire les travaux de vos revenus globaux, jusqu'à 10 700 € par an. C'est un outil puissant de réduction d'impôts, mais il nécessite un apport initial conséquent, une bonne maîtrise des devis, et une excellente connaissance des règles fiscales. Ce n'est pas une stratégie pour débutants pressés, c'est pour celui qui veut optimiser sur le moyen terme. La loi Pinel, ou ses successeurs, reste populaire malgré ses limites. Elle permet de réduire ses impôts en échange d'un engagement de location de 6, 9 ou 12 ans dans des zones éligibles. Le rendement net est souvent faible, 2% à 4%, mais l'avantage fiscal compense en partie. Attention cependant, les zones éligibles se réduisent, les plafonds de loyer sont stricts, et la revente avant 12 ans peut annuler une partie des avantages. À réserver aux profils fiscaux spécifiques. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, sont la solution sans tracas. Vous achetez des parts, et vous recevez des dividendes trimestriels. Pas de gestion locative, pas de travaux, pas de locataires à gérer. Mais les frais d'entrée sont élevés, 8% à 10%, la liquidité est faible, et les rendements nets tournent autour de 4% à 5%. C'est un bon complément, pas un pilier d'investissement. Le crowdfunding immobilier permet d'investir à partir de quelques centaines d'euros dans des projets neufs ou en rénovation. Les rendements annoncés sont souvent attractifs, 6% à 10%, mais les risques aussi, défaut de promoteur, retard de livraison, absence de garantie. C'est un placement spéculatif, à réserver à une petite partie de votre portefeuille, jamais l'essentiel. Si vous avez un capital important et que vous cherchez de la diversification, l'achat d'un immeuble de rapport, 2 logements ou plus, peut être pertinent. Vous mutualisez les risques locatifs, vous bénéficiez d'économies d'échelle, et vous valorisez un actif global. Mais la gestion est complexe, les charges importantes, et l'entrée de capital élevée. À envisager après au moins 1 ou 2 investissements individuels réussis. Votre stratégie doit aussi tenir compte de votre situation personnelle. Êtes-vous salarié, indépendant, retraité? Votre taux marginal d'imposition change tout. Avez-vous des enfants? Des dettes? Un autre patrimoine? Votre stratégie fiscale ne sera pas la même si vous êtes à 11% ou à 41% d'imposition. Ne copiez pas les stratégies des autres, adaptez-les à votre réalité. En résumé, il n'existe pas de meilleure stratégie universelle. Il existe la stratégie qui vous correspond, à vous, ici, maintenant. Prenez le temps de la définir avant de faire le moindre pas. Sinon, vous risquez de vous retrouver coincé dans un investissement qui ne vous convient pas, avec des contraintes que vous n'aviez pas anticipées. L'immobilier pardonne peu les erreurs de casting, alors choisissez votre rôle avec soin. Le crédit immobilier est l'outil le plus puissant dont dispose un investisseur. Grâce à lui, vous pouvez acheter un bien qui vaut 200 000 € avec seulement 20 000 € de votre poche, et c'est le locataire qui rembourse l'essentiel du prêt. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Mais pour en bénéficier, il faut comprendre comment fonctionne le système bancaire et comment le négocier à votre avantage. Les banques ne prêtent pas à tout le monde, mais elles prêtent à ceux qui présentent un dossier solide. Leur première préoccupation?
Votre capacité de remboursement. Elle calcule votre taux d'endettement maximal, généralement 35% de vos revenus nets, déduisent vos charges fixes, crédit auto, conso, loyer, et vérifie la stabilité de vos revenus. Un CDI de plus de 2 ans est idéal. Un CDD ou un statut d'indépendant complique les choses, mais ne les rend pas impossibles. L'apport personnel n'est plus une obligation légale, mais il reste un atout majeur. Il rassure la banque, réduit le montant emprunté, diminue les intérêts payés, et améliore votre taux. Même 10% d'apport peut faire la différence entre un refus et une offre avantageuse. Si vous n'avez pas d'apport, concentrez-vous sur la solidité de votre dossier. Épargne disponible, patrimoine, garantie, ou même un coemprunteur solide. Les taux d'intérêt fluctuent en fonction du marché, de la BCE, et de votre profil. En 2025, les taux moyens se situent entre 3,5% et 4,5% selon les banques et les durées. Ce n'est pas le plus bas de l'histoire, mais c'est encore très intéressant comparé au rendement locatif. L'objectif n'est pas d'attendre le taux parfait, c'est de trouver un taux acceptable dans un délai raisonnable. Le temps perdu à attendre coûte souvent plus cher que quelques dixièmes de points. La durée du prêt est un levier stratégique. Plus elle est longue, plus vos mensualités sont basses, mais plus vous payez d'intérêt au total. Pour un investissement locatif, il est souvent judicieux de privilégier une durée longue, 20 à 25 ans, pour maximiser le cash flow positif, quand les loyers couvrent les mensualités. Pour un achat destiné à l'habitation principale, une durée plus courte peut être préférable pour réduire le coût total. Les frais de dossier, les assurances emprunteurs, et les garanties, hypothèques ou cautions, pèsent aussi sur le coût global. Négociez-les systématiquement. L'assurance emprunteur peut être souscrite en dehors de la banque, loi Lemoine, souvent à moindre coût. Les frais de garantie varient selon les établissements, comparez. Et surtout, demandez toujours un tableau d'amortissement détaillé pour comprendre exactement ce que vous allez rembourser, mois par mois. La négociation avec la banque est un article. Ne vous contentez pas de la première offre. Jouez la concurrence. Présentez-vous comme un client sérieux, organisé, avec un projet clair. Montrez que vous avez comparé les offres. Demandez des concessions, taux réduits, frais de dossier offerts, assurance à taux dégressif. Plus vous êtes préparé, plus vous obtenez de concessions. Une différence de 0,2% sur 20 ans peut représenter plusieurs milliers d'euros d'économie. Attention aux pièges, certains courtiers promettent des taux miracles mais ajoutent des frais cachés. Certaines banques proposent des prêts à taux zéro pour l'habitation principale, mais ils sont inaccessibles pour l'investissement locatif. D'autres incluent des clauses pénalisantes en cas de remboursement anticipé. Lisez chaque ligne du contrat. Faites-vous accompagner si nécessaire. Enfin, n'oubliez pas les frais annexes, notaire, environ 7% à 8% pour de l'ancien, 2% à 3% pour du neuf, agence, 3% à 5%, diagnostics obligatoires, travaux éventuels, meubles pour LMNP, etc. Ces coûts doivent être intégrés dans votre plan de financement global. Beaucoup de débutants sous-estiment ces postes et se retrouvent en difficulté dès la première année. Prévoyez toujours une marge de sécurité de 10% à 15%. Le financement n'est pas une étape administrative, c'est le socle de votre investissement. Prenez-le au sérieux. Préparez votre dossier comme un professionnel. Négociez comme un expert. Et surtout, ne signez rien tant que vous n'avez pas compris chaque ligne. Votre avenir financier en dépend. Trouvez le bon bien, c'est 80% du succès de votre investissement. Tout le reste, le financement, la fiscalité, la gestion, ne sert à rien si vous achetez mal. La recherche exige méthode, patience et rigueur. Ce n'est pas une chasse au trésor, c'est une analyse de marché, chiffrée, comparée et documentée. Commencez par définir votre zone géographique avec précision. Pas la région parisienne, mais le 13e arrondissement de Paris ou le quartier de la Part-Dieu à Lyon. Plus vous êtes précis, plus vous comprenez les dynamiques locales. Utilisez les outils gratuits comme Géoportail, les sites d'annonces, Se Loger, Bien Ici, PAP, les données de l'INSEE et les plans d'urbanisme municipaux. Regardez les prix au mètre carré, les délais de vente, les types de biens les plus demandés. Ne vous fiez pas aux annonces coup de cœur ou aux biens rares sur le marché. Analysez objectivement, prix de vente moyen au mètre carré dans le quartier, loyer moyen au mètre carré, taux de vacances locatives, ancienneté du parc,
type de locataire, étudiants, jeunes actifs, familles. Ces indicateurs vous permettent de comparer les opportunités et d'éviter les pièges. Un bien peut sembler pas cher, mais s'il est dans un quartier en déclin, il le restera. Privilégiez les biens faciles à louer et à revendre. Studio et T2 dans les villes universitaires ou les métropoles dynamiques. Rez-de-chaussée à éviter, sécurité, bruit. Dernier étage sans ascenseur, risque de vacances. Orientation sud, calme, proximité des transports, critères de valorisation. Cuisine équipée, salle de bain récente, double vitrage, argument locatif. Ne négligez pas les détails, ils font la différence entre un bien qui se loue en 3 jours et un autre qui stagne 6 mois. Le prix d'achat est crucial. Il ne doit pas dépasser un certain seuil pour que le rendement soit viable. Calculez le rendement brut, loyer annuel divisé par prix d'achat, multiplié par 100 visé au minimum 5% en brut pour de l'ancien, 3,5% pour du neuf, Pinel. Mais ce n'est qu'un indicateur de base. Le rendement net, après charges, taxes, vacances locatives, gestion, est bien plus important, et souvent 30% à 50% inférieur au brut. Faites des simulations réalistes. Méfiez-vous des biens à rénover. Ils semblent moins chers, mais les travaux peuvent exploser le budget et les délais. Un mur humide, une toiture à refaire, une électricité non aux normes, ce sont des coûts cachés qui peuvent ruiner votre rentabilité. Si vous n'êtes pas bricoleur ou ne maîtrisez pas les devis, évitez. Ou prévoyez un budget travaux majoré de 30% minimum. Visitez tous les biens qui correspondent à vos critères. Même ceux qui semblent moches sur les photos. Parfois, un bien mal présenté cache un potentiel énorme. Prenez des mesures, notez l'état des équipements, vérifiez les diagnostics, électricité, plomb, amiante, gaz, DPE, interrogez les voisins sur le bruit, la propreté, la sécurité. La visite n'est pas une formalité, c'est votre audit terrain. Negocier systematiquement. Le prix affiché n'est jamais le prix final. Selon le marché, vous pouvez obtenir 5% à 15% de rabais, surtout si le bien est en vente depuis plus de 3 mois, ou si le vendeur est pressé. Utilisez les arguments objectifs, prix au mètre carré du quartier, travaux à prévoir, vacances locatives potentielles. Soyez poli mais ferme. Et préparez votre contre-offre écrite avec des justificatifs. Une fois le bien trouvé, ne signez pas l'offre d'achat à la hâte. Prévoyez une clause suspensive de financement, elle vous permet de vous retirer sans pénalité si la banque refuse le prêt. Exigez un délai de rétractation de 10 jours après la signature du compromis. Et surtout, lisez chaque ligne du compromis de vente, les clauses peuvent cacher des surprises, travaux à la charge de l'acheteur, servitude, charges de copro imprévues. Enfin, entourez-vous. Un bon agent immobilier, pas le moins cher, mais le plus compétent, peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Un notaire réactif et pédagogue est précieux. Un expert en diagnostic peut éviter une catastrophe. Ne lésinez pas sur les conseils professionnels, ils coûtent moins cher qu'une erreur d'achat. Le bon bien n'existe pas par hasard. Il se construit par la recherche, la comparaison et la négociation. Prenez votre temps. Ne cédez pas à la pression. Et n'achetez jamais par coup de cœur, seulement par calcul. Votre portefeuille vous remerciera. Avant de signer quoi que ce soit, vous devez maîtriser les chiffres, tous les chiffres. L'investissement immobilier n'est pas une intuition. C'est une équation. Et si vous vous trompez dans un paramètre, tout le modèle s'effondre. Votre mission, construire une simulation financière complète, réaliste et conservatrice, pas optimiste. Commencez par le loyer potentiel. Ne vous basez pas sur les annonces fantaisistes ou les promesses de l'agent. Consultez les loyers effectivement pratiqués dans le quartier, via les sites d'annonces, les baux signés ou les syndics. Appliquez les plafonds légaux si vous êtes en zone tendue. Et surtout, appliquez un taux de vacances locatives réaliste, 5% à 10% par an selon la localisation et la saisonnalité. Un bien non loué, c'est un loyer perdu et un crédit à rembourser. Ajoutez les charges locatives récupérables, taxes d'ordures ménagères, eau froide, chauffage collectif, etc. Elles sont à la charge du locataire, mais vous devez les avancer. Prévoyez un décalage de trésorerie. Puis les charges non récupérables, taxes foncières, assurance propriétaire non occupant, frais de gestion, si vous passez par une agence, syndic de copropriété, entretien des parties communes.
Ces coûts varient énormément, renseignez-vous précisément. N'oubliez pas les frais de notaire, 7% à 8% sur l'ancien, les frais d'agence, 3% à 5%, les diagnostics obligatoires, 300 à 800 €, les travaux éventuels, peinture, électricité, cuisine, et le mobilier si vous optez pour de la location meublée. Additionnez tout. Ce montant total est votre coût d'entrée réel, pas seulement le prix d'achat affiché. Beaucoup de débutants oublient ces postes et se retrouvent en découvert dès le premier mois. Calculez ensuite votre capacité d'emprunt. Utilisez un simulateur bancaire en ligne, mais ajustez les paramètres. Taux d'intérêt réaliste, pas le plus bas du marché, assurance emprunteur incluse, durée de prêt adaptée. Vérifiez que les mensualités ne dépassent pas 35% de vos revenus, et surtout, qu'elles sont couvertes par les loyers prévus. Si le cash flow est négatif, vous devrez combler le trou chaque mois, ce qui peut devenir insoutenable. Le rendement net est votre indicateur clé. Formule, loyer annuel net de charge moins mensualité annuelle du crédit, divisé par capital investi, apport plus frais. Visez au minimum 3% en net pour que l'investissement soit viable. Moins de 2%, c'est très risqué, sauf si vous misez sur une forte plus-value future. Mais la plus-value n'est pas garantie. Le cash flow, lui, est immédiat. Intégrez les aspects fiscaux dans votre calcul. En location nue, les revenus fonciers sont imposés après abattement de 30%, microfoncier si revenu inférieur à 15 000 €, ou au réel, déduction des charges, intérêts d'emprunt, travaux. En LMNP, vous pouvez amortir le bien et le mobilier, ce qui peut réduire voire annuler l'impôt sur les revenus locatifs. Calculez l'impact réel sur votre impôt, pas seulement le loyer brut. Anticipez les imprévus. Une chaudière qui lâche, un locataire qui ne paie pas, une grève qui retarde les travaux, une hausse des charges de copro. Prévoyez un fonds de réserve de 10% à 20% du loyer annuel. Et souscrivez une assurance loyer impayé plus protection juridique. Ce n'est pas une dépense, c'est une protection. Un impayé de 6 mois peut ruiner votre trésorerie. Simulez plusieurs scénarios, taux d'intérêt à plus 0,5%, vacances locatives à 15%, hausse des charges de 10%. Votre investissement tient-il encore? Si oui, vous êtes en sécurité. Sinon, revoir votre stratégie. L'immobilier n'est pas un placement sans risque, c'est un placement à risque maîtrisé. Et la maîtrise passe par les chiffres. Utilisez des outils, tableur Excel, logiciels comme Lokimo, Priceable ou Meilleur Agent. Automatisez vos calculs. Comparez les biens objectivement. Et surtout, ne vous mentez pas. Si les chiffres ne collent pas, ne forcez pas. Il y aura d'autres opportunités. Mieux vaut attendre un bon deal que se précipiter sur un mauvais. En résumé, votre investissement doit être viable sur le papier avant d'être signé. Si vous ne savez pas faire les calculs, apprenez. Si vous ne voulez pas les faire, payez un expert. Mais ne sautez jamais cette étape. C'est elle qui sépare les investisseurs prospères des autres. L'achat d'un bien immobilier est un parcours administratif complexe, encadré par la loi, et parsemé de pièges juridiques. Une erreur de signature, une clause mal lue, un diagnostic oublié, et vous pouvez vous retrouver avec des milliers d'euros de travaux à votre charge, ou un bien invendable. La rigueur n'est pas optionnelle, elle est vitale. Tout commence par l'offre d'achat. Elle n'est pas obligatoire, mais elle structure la négociation. Rédigez-la avec précision. Prix proposé, conditions suspensives, financement, vente d'un autre bien, délai de signature, inclusion ou non des meubles, etc. Faites-la signer par le vendeur, cela crée un engagement moral, même si elle n'est pas juridiquement contraignante pour lui. Vient ensuite le compromis de vente, ou promesse unilatérale de vente. Signé chez un notaire ou un agent immobilier, il engage les deux parties. Vous avez 10 jours de rétractation légaux, utilisez-les pour relire, consulter, vérifier. Exigez que toutes les conditions suspensives soient clairement écrites, sous réserve d'obtention d'un prêt à X% sur Y ans. Sans cela, vous perdez votre dépôt de garantie, 5% à 10% du prix, en cas d'échec du financement. Pendant les 2 à 3 mois entre le compromis et l'acte définitif, le notaire effectue ses vérifications. Hypothèque, servitude, règlement de copropriété, dettes antérieures, urbanisme. Vous, de votre côté, devez fournir les documents bancaires, les justificatifs de revenus, et finaliser votre assurance emprunteur.
Ne traînez pas, tout retard peut faire capoter la vente. Les diagnostics techniques obligatoires doivent être fournis par le vendeur. Plomb, amiante, thermite, gaz, électricité, DPE, ERP, état des risques et pollution. Vérifiez leur date, certains ont une durée de validité limitée, 6 mois pour l'électricité, 1 an pour le gaz. Si un diagnostic est périmé ou absent, exigez qu'il soit refait, à ses frais. Ce n'est pas négociable. En copropriété, demandez le règlement, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, le budget prévisionnel et l'état des impayés. Cherchez les travaux votés, ravalement, ascenseur, toiture, les contentieux en cours, les dettes de l'immeuble. Une copropriété mal gérée peut devenir un cauchemar financier. Méfiez-vous des charges anormalement basses, elles cachent souvent des travaux reportés. Le jour de la signature de l'acte authentique, tout doit être prêt. Pré-signé, assurance en place, fonds disponibles. Le notaire lit l'acte, écoutez chaque mot. Posez des questions. Vérifiez les annexes. Et surtout, conservez une copie de tout, acte, diagnostic, PV d'AG, règlement de copro, courrier. Ces documents vous serviront pour la location, la revente, ou en cas de litige. Après la signature, vous devenez propriétaire, mais pas encore libre d'agir. Si le bien est occupé, vous devez respecter le bail en cours. Si vous voulez le louer, vous devez établir un nouveau bail, déclarer le changement de propriétaire à la mairie, souscrire une assurance propriétaire non occupant, et éventuellement faire des travaux. Prévoyez un délai de 1 à 3 mois entre l'achat et la mise en location. N'oubliez pas les déclarations fiscales. Déclaration des revenus fonciers l'année suivante, déclaration de TVA si vous êtes en LMNP, déclaration d'auto-entrepreneur si vous optez pour le régime micro-BIC. Ces formalités sont obligatoires, les pénalités en cas d'oubli peuvent être lourdes. Utilisez les services d'un expert comptable si vous ne maîtrisez pas le sujet. Enfin, organisez votre gestion administrative, dossier locataire, état des lieux, quittance, relevé de compte, justificatif de travaux. Utilisez des outils numériques, logiciels de gestion locative, cloud sécurisé, pour tout centraliser. L'immobilier génère des tonnes de papier, mieux vaut les maîtriser dès le départ. L'achat n'est pas la fin du processus, c'est le début de la gestion. Et la gestion commence par l'administration. Soyez meticuleux. Soyez organisés. Et surtout, ne laissez rien au hasard. Chaque document signé, chaque case cochée, chaque euro déclaré, c'est une protection pour votre investissement. Acheter un bien, c'est bien. Le louer, c'est mieux. Le louer à bon locataire, sans impayé, sans dégradation, sans conflit, c'est l'idéal. Mais cet idéal ne tombe pas du ciel. Il se construit par une gestion rigoureuse, proactive et professionnelle, même si vous êtes un particulier. Commencez par la mise en location. Prenez des photos professionnelles. Rédigez une annonce claire, honnête, avec les points forts, proximité métro, balcon, calme, et les points faibles assumés, vue sur cour, 3e étage sans ascenseur. Fixez un loyer réaliste, pas maximaliste. Un loyer trop élevé, vacances prolongées, perte sèche. Mieux vaut louer 5% en dessous du marché que perdre 3 mois de loyer. Sélectionnez vos locataires avec rigueur. Exigez un dossier complet, pièce d'identité, justificatif de domicile, 3 derniers bulletins de salaire, avis d'imposition, attestation employeur, RIB. Pour les étudiants ou les précaires, demandez un garant solide, parent, caution bancaire ou visale. Ne cédez pas à la pitié ou à la pression, un mauvais locataire peut vous coûter des milliers d'euros. Signez un bail conforme à la loi, pas un modèle trouvé sur Internet. Utilisez les formulaires officiels, CERFA pour location nue, modèle spécifique pour meubler. Précisez le loyer, les charges, la durée, les obligations de chacun. Joignez un état des lieux d'entrée détaillé, signé en 2 exemplaires, avec photo. C'est votre seule preuve en cas de litige sur l'état du bien à la sortie. Pendant la location, soyez réactif mais pas intrusif. Répondez rapidement aux demandes de réparation, fuite, chauffage, électricité. Faites les entretiens obligatoires, chaudière, VMC. Contrôlez l'état du bien une fois par an, avec l'accord du locataire. Gardez une relation professionnelle, ni amicale, ni hostile. La politesse et la clarté évitent 90% des conflits.
Gérez les impayés dès le premier mois de retard. Envoyez un rappel poli. Puis une mise en demeure. Puis engagez la procédure de recouvrement via votre assurance loyer impayé ou un huissier. Ne laissez pas traîner, chaque mois perdu est irrécupérable. Et surtout, ne coupez jamais l'électricité ou l'eau, c'est illégal et passible de sanctions pénales. En cas de dégradation ou de conflit, agissez dans le cadre légal. Pas de menaces, pas d'expulsion sauvage. Suivez la procédure, mise en demeure, tentative de médiation, saisine du tribunal. C'est long, c'est coûteux, mais c'est le seul moyen légal. Votre assurance protection juridique est là pour ça. Utilisez-la. Prévoyez un budget annuel d'entretien, 1% à 2% de la valeur du bien. Peinture, robinetterie, joints de salle de bain, ampoules, nettoyage des gouttières. Ces petits travaux évitent les grosses factures. Et surtout, ils préservent la valeur de votre bien et la satisfaction de vos locataires. Si vous ne voulez pas gérer vous-même, mandatez une agence, mais choisissez-la avec soin. Comparez les tarifs, 6% à 10% du loyer, les services inclus, recherche locataire, gestion, impayé, les délais de réponse, les avis clients. Lisez le contrat de mandat, certaines clauses sont abusives, frais de sortie, reconduction tacite. Et vérifiez qu'elle est couverte par une garantie financière. Pensez aussi à la rotation des locataires. Un bon locataire qui part, c'est une perte. Offrez-lui un renouvellement de bail, une petite remise, ou une prime de fidélité. Un locataire stable, c'est moins de vacances, moins de frais d'agence, moins de stress. La fidélisation est une stratégie sous-estimée, mais très rentable. Enfin, formez-vous en continu. La loi change, encadrement des loyers, encadrement des charges, nouvelles obligations énergétiques. Les attentes des locataires évoluent, domotique, espace de coworking, isolation phonique. Restez à jour. Lisez les newsletters juridiques, suivez les webinaires, rejoignez des groupes d'investisseurs. La gestion locative n'est pas figée, elle s'apprend, se perfectionne, s'adapte. Votre investissement ne s'arrête pas à la signature du bail. Il continue, année après année, par l'optimisation fiscale, la valorisation du bien, la stratégie de sortie et la transmission. C'est dans cette phase que les investisseurs intelligents transforment un bon placement en patrimoine durable. La fiscalité est votre premier levier d'optimisation. En location nue, déclarez vos revenus au réel si vos charges dépassent 30% du loyer, vous déduisez les intérêts d'emprunt, les travaux, les frais de gestion, les assurances. En déficit foncier, vous imputez jusqu'à 10 700 € de déficit sur vos autres revenus. En LMNP, vous amortissez le bien sur 20-30 ans et le mobilier sur 5-7 ans, ce qui peut annuler l'impôt sur les loyers pendant des années. Surveillez les changements de barème. Le taux marginal d'imposition, les tranches de la CSG, les abattements, tout évolue chaque année. Recalculez votre imposition locative chaque printemps. Et si vous êtes marié ou pacsé, envisagez l'imputation des revenus sur le conjoint le moins imposé, c'est légal et souvent très avantageux. Les travaux d'amélioration, isolation, chauffage, salle de bain, sont déductibles, pas seulement du revenu foncier, mais aussi de l'assiette de la plus-value en cas de revente. Conservez tous les devis et factures. Ils sont vos preuves fiscales et vos arguments de valorisation. Un bien rénové se revend plus cher, plus vite et avec moins de négociations. Pensez à la revente dès l'achat. Qu'est-ce qui fera monter la valeur de ce bien dans 5, 10, 15 ans? Nouvelle ligne de métro? Réhabilitation du quartier? Restructuration de l'immeuble? Acheter en anticipant ces dynamiques. Et pendant la détention, améliorez le bien progressivement, sans vider votre trésorerie. Une cuisine moderne, une salle de bain refaite, un double vitrage, ce sont des investissements qui se rentabilisent à la revente. La plus-value immobilière est imposable, mais avec des abattements importants. Après 6 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement de 6% par an sur l'impôt, jusqu'à 100% à 22 ans, et de 1,65% par an sur les prélèvements sociaux, jusqu'à 100% à 30 ans. Conservez le bien suffisamment longtemps, et la plus-value devient quasiment exonérée. C'est la puissance du long terme. Si vous avez plusieurs biens, envisagez la création d'une SCI, Société Civile Immobilière. Elle permet de gérer à plusieurs, familles, associés, de transmettre plus facilement,
et d'optimiser la fiscalité, mais elle ajoute de la complexité administrative. À réserver aux portefeuilles importants ou aux projets familiaux structurés. Ne créez pas une SCI pour un seul bien, ce n'est pas pertinent. La transmission est souvent négligée, et pourtant, c'est l'étape finale de tout investissement. Le bien immobilier peut être transmis de son vivant, donation, ou après décès, succession. Les abattements sont généreux, 100 000 € par parent-enfant, mais les droits de mutation s'appliquent au-delà. Anticipez avec un notaire. Fractionnez les donations. Utilisez les démembrements de propriété, usufruit nue propriété. C'est complexe, mais indispensable. Enfin, diversifiez. Ne mettez pas tout dans l'immobilier. Complétez avec de l'assurance vie, des actions, de l'or, ou des SCPI. L'immobilier est un pilier, pas un portefeuille complet. Et réinvestissez une partie de vos cash flows dans de nouveaux biens. C'est ainsi que vous passez d'un investissement à un patrimoine. Et maintenant, à vous de jouer. Si ce guide vous a apporté de la clarté, de la méthode, et de la confiance, alors il a rempli sa mission. Mais la théorie ne suffit pas. L'investissement immobilier se construit par l'action. Choisissez votre première stratégie. Calculez votre premier bien. Contactez votre première banque. Faites votre première offre. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, et commentez avec votre plus grande question sur l'immobilier. Je réponds personnellement aux commentaires, parce que votre succès, c'est aussi le mien. Ensemble, transformons vos rêves de patrimoine en réalité concrète, étape par étape. Merci d'avoir suivi ce guide jusqu'au bout. Maintenant, allez investir.